Alors, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui fait énormément du bruit sur cette constitution, c'est le ministre Pierre Madiala. Oui. On l'a vu interpeller des députés, en fait, en leur intimant l'ordre qui n'étaient pas des fils du Niari, qui n'avaient pas à intervenir sur le débat de Niari. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, ce débat puisse devenir ethnique, qu'il puisse s'ethniser, en fait? Nous l'avons dit, hein, nous l'assumons, hein, nous l'avons dit, nous pensons qu'au niveau du sac des espoirs, on a été très clair. Hein. Nous pensons que le problème a été mal posé par le ministre Madiala. Et nous l'assumons, nous le disons encore ici à la place de Paris. Pourquoi nous le disons? Parce qu'on ne peut pas modifier la Constitution uniquement pour la personne de Denis Sassou Nguesso. Non, c'est faire une erreur. C'est même l'erreur à ne pas faire. On ne peut pas aujourd'hui modifier la Constitution ou changer la Constitution pour Denis Sassou Nguesso, pour le permettre de se représenter. Non. On doit modifier, réviser, mettre en place un nouveau pacte républicain pour permettre que les pouvoirs soient mieux organisés dans notre pays. Point barre. Donc, pour permettre qu'il y ait, je vais dire, une meilleure participation des populations à l'action publique. Mais ce que a dit Madiala, ça n'engage que lui, il fait de la politique. Ça n'engage que lui, politicien, mais je le dis encore, et je crois qu'il y a le secrétaire général du PCT a été très explicite là-dessus. Il a dit, ça n'engage que le ministre Madiala, parce que le ministre Madiala, bon, il demande la modification. Engage tout le département du Niari. Bon, écoutez, nous on a été très clair. De toute façon, ce qu'on a dit, c'est le propos que nous sommes en train de dire. Oui. C'est-à-dire que sur cette connotation, disons, ce nouveau concept, on va dire, qui est sorti de terre, les sages, soi-disant, ce nouveau concept, à la vérité, commence à poser quelques problèmes. Parce que, de ce concept, au niveau de notre Constitution, n'est pas reconnu. Et deux, on ne peut pas aussi refuser à une partie des Congolais de s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer, mais on ne peut pas dire que non, mais c'est toute une région, on va dire unanimement, qui pense que non, qu'il faudrait qu'on puisse modifier pour que le président puisse remplir. Non, moi je le dis encore, nous le disons encore, et nous le soutenons. Il ne s'agit pas de modifier, de changer la Constitution pour la personne de Denis Sassou Nguesso. La preuve, la Constitution de 2002 a été mise en place pour Denis Sassou Nguesso, lui seul. On a mis la limitation d'âge pour plus de 70 ans. 70 ans et pour être candidat, 40 ans. Aujourd'hui, la majorité au Congo est de quelle année? 18 ans. Si la majorité de 18 ans, je conçois mal, pourquoi est-ce que à 18 ans, il faut attendre 40 ans. Donc, nous comprenons, nous-mêmes, nous savons pourquoi est-ce que cette constitution a été mise en place. Il faut le dire à nos téléspectateurs, c'était pour on sortait de guerre, il y avait la bêtise humaine, il fallait écarter Lissouba, il fallait écarter Kolela, il fallait écarter tous les autres. Aujourd'hui, Lissouba a été amnistié, Kolela, paix à son âme, a été amnistié, ses enfants même sont au gouvernement. Donc aujourd'hui, cette constitution ne s'impose plus, puisqu'elle a été mise en place pour écarter quelques-uns, et les mêmes personnes, les personnes pour qui cette constitution a été prise, aujourd'hui, travaillent avec le président de la République. Alors, Léon Kibombo, là, c'est pas un scoop que vous nous donnez, là. C'est un scoop, je vous le dis. Oui, c'est-à-dire qu'on comprend que finalement, ces acteurs-là n'étant pas là, cette constitution n'a plus lieu d'être, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose, parce que, ces acteurs-là, n'étant plus là, on va dire, physiquement oui, pour certains, mais leurs progénitures sont là, les enfants coulés là, l'héritage de papa qui continue. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, Ntoumi est délégué général au Conseil de paix, il est même conseiller du président, il a rend un statut de ministre. Alors, écoutez, ces questions de paix et de stabilité maintenant sont derrière nous. Maintenant, le Congo, ce que nous voulons, il faut qu'on avance, c'est l'économique. Il faut que le Congo arrive à atteindre cette ambition, l'ambition d'être émergent d'ici 2025. J'ai bien compris que vous balayez déjà le concept de sage, puisque aujourd'hui, c'est un concept qui ne tient pas, même si dans la pratique, on en a besoin pour que les sociétés vivent normalement. Dans votre tribune, en fait, on s'est rendu compte que finalement, si on n'a pas de ça, c'est le peuple. Vous appelez beaucoup à une démocratisation plus importante. Voilà, tout à fait. Or, j'ai eu l'impression que vous n'êtes pas pour le référendum. C'est-à-dire que vous utilisez une expression un peu bizarre, où on se rend compte que finalement, on ne va pas aller plus ou moins vite. Non, bien le contraire. Bien le contraire. Allez-y. Bien le contraire. Nous avons dit exactement ceci. Nous ne voulons pas qu'on aille à la hussarde vers un référendum. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on impose aux Congolais directement en disant allez-y, allons-y au référendum, adoptons la Constitution, sans pour autant dire aux Congolais
qu'est-ce qu'on doit mettre dans la nouvelle constitution. Voilà le travail que nous sommes en train de faire modestement avec nos maigres moyens et avec vraiment avec votre apport, parce que vous nous permettez de parler. Nous voulons que les Congolais débattent d'abord de la question. Nous voulons qu'on nous dise quel type de pouvoir nous voulons mettre en place. Et nous avons même fait des propositions pour dire que est-ce qu'au Congo on a besoin d'avoir 2 chambres. Nous avons vu le président du Sénégal, Macky Sall, arriver au pouvoir et quelques temps après, pour maximiser l'économie sénégalaise, a carrément, purement et simplement supprimé la chambre haute, le Sénat. Mais dans notre pays, nous avons le Sénat, nous avons le Conseil économique social et nous sommes dans un régime hyper présidentiel, là où c'est le président qui gère tout, qui nomme tout, qui fait tout, mais on a quand même... À quoi servent-elles finalement? Bien sûr, ces institutions, à quoi servent-elles? Si on a des institutions seulement pour caser, allez, comme on va dire, pour caser ses collaborateurs, non, nous voulons aujourd'hui un Congo dynamique, un Congo qui gère mieux ses finances publiques. C'est pour cela que nous demandons, que nous avons demandé, et nous sommes contents, rassurés aujourd'hui, parce que le président même l'a dit, il a dit laisser les gens s'exprimer. Le président a demandé que les gens puissent s'exprimer sur la question, que chacun y donne son argumentaire. Si, par exemple, au niveau de la cuvette ouest, on propose une constitution au président, mais qu'on nous dise le contenu de cette constitution, qu'on nous dise quels sont les pouvoirs qui seront dans cette constitution. Mais si on nous propose une constitution uniquement pour que le président s'assouplisse remplir, ah non, nous on dit non. Parce que nous, ce que nous voulons que le Congo puisse avancer. Nous ne voulons pas que le Congo soit toujours regardé, et d'autant plus qu'aujourd'hui le Congo devient quand même l'arbre à palabre de l'Afrique, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui la voix du Congo commence à porter. Donc on ne peut plus régresser. Les acquis que nous avons eus, on ne peut plus régresser. Il faut avancer. Pour avancer, il faut qu'on ait des pouvoirs qui soient mieux agencés, mieux organisés. Et surtout, il faut que le pouvoir puisse commencer à arrêter le pouvoir. Que le pouvoir, par exemple, judiciaire, joue son rôle exact dans notre société. Nous avons par exemple des faits, mais le procureur de la République, de fois, a une certaine hésitation, bon, on va dire comme ça, alors que le droit devait être de son côté, par exemple, pour saisir d'une affaire. Donc, il faut que le pouvoir judiciaire joue exactement son rôle. Il faut que de l'autre côté, le pouvoir législatif joue aussi exactement son rôle, y compris de censurer le gouvernement si jamais le gouvernement ne fait pas son travail correctement. Surtout, mais écoutez, la motion de censure, la peur du gendarme a un effet dissuasif. En France, ici, nous voyons ce qu'on appelle l'effet, l'opération Vigipirate. C'est-à-dire qu'on voit des gendarmes, on voit des policiers, on voit des militaires avec des armes. On voit des patrouilles. C'est pourquoi? C'est pour dissuader les populations. Et disons les terroristes, on va dire. Et dans notre pays, il faut qu'il y ait une constitution qui puisse dissuader et surtout responsabiliser directement les ministres afin qu'ils comprennent que non, mais quand ils gèrent de l'argent public, ils doivent rendre compte qu'ils sont en train de gérer de l'argent public et non de l'argent privé. Parce que la res publica, c'est quoi? Vous savez, la res publica, c'est la chose publique. Mais j'ai trouvé quelque chose, je veux dire, en gros, comme ça, une petite aberration dans notre constitution. Dans notre constitution, il est stipulé que la forme républicaine de l'État, la laïcité, machin, ne peut faire l'objet d'aucune modification. On dit la forme républicaine de l'État. Bon, dites-moi, le Congo, avant d'être une république, a été une monarchie? Non. Jusque-là, je ne sais pas comment expliquer que si au Congo, avant la République, on avait une monarchie. Parce que quand on a pris cette expression, on l'a pris justement de la Constitution française de 1791 et on l'a pris encore de la Constitution française de 1958. Pourquoi? Parce qu'en France, avant, on était en monarchie. Donc, la forme républicaine, on ne peut plus repartir vers la monarchie. En Centrafrique, il y avait l'empereur Bokassa, c'était une monarchie. Mais au Congo, à ce que je sache, on a toujours été une république. Mais vous voyez que quand on importe de manière abusive ce qu'on appelle l'importation des modèles démocratiques des institutions, on y met même des aberrations à l'intérieur. Bon, c'est un peu de la science politique. Voilà, c'est une anecdote par rapport à cette aberration. Je voulais revenir dans les expressions que vous avez étudiées tout à l'heure. Il y a le pouvoir judiciaire qui n'a pas joué son rôle. Et aujourd'hui, dans une situation actualité du Congo, c'est une bataille Bakolo, là aussi on a besoin de justice. On a vu la police partout, justice nulle part. Bon, il faut dire, écoutez, il ne faut pas toujours inféoder le pouvoir judiciaire, même s'il y a toujours des petites manipulations au pouvoir exécutif. La preuve, on dit qu'il y a 3 pouvoirs. On dit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est Montesquieu, l'esprit des lois. Mais si le pouvoir judiciaire est toujours inféodé au pouvoir exécutif, alors vous voyez que non, ce pouvoir ne jouera pas son rôle. L'opération Bataille Bakolo, de quoi il en retourne? Bref, il y avait une exaspération des populations parce qu'il y avait maintenant des zones de non-droit. Jusque-là, on a bien compris. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice n'aurait plus été la première institution à intervenir dans cette affaire? C'est-à-dire que les Koulouna, on les a arrêtés.
ont-ils été jugés? Est-ce que les 122 000 personnes qui sont aujourd'hui renvoyées au Congo étaient toutes des Koulouna? Ben justement, c'est ça le problème. Toutes ces personnes n'étaient pas des Koulouna. Vous savez, la police est l'auxiliaire de la justice. Oui. Normalement, une fois que la police est saisie d'une affaire, la police étant l'auxiliaire de la justice, c'était à la justice justement de condamner. Mais c'est pas ce qu'on a vu. C'est les dysfonctionnements que nous sommes en train de décrire justement par rapport à la posture que nous avons. Qu'à cela ne tienne, les 122 000 qui étaient expulsés, ne sont pas tous des Koulouna. Il y a quand même, il faut comprendre qu'un sentiment quand même de, on va peut-être dire de peur, parce que bon, il y avait des populations, surtout majoritairement de la RDC, qui se sentaient plus ou moins visées, alors d'autres sont partis du jour au lendemain, mais nous avons été clairs là-dessus. Nous sommes passés à Télé Congo, nous avons dit l'opération contre les Koulouna doit continuer. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays avec des zones de non-droit. La preuve, aujourd'hui, nous voyons Boko Haram en train de sévir, et même encore à sévir il y a quelques jours. Donc on ne peut pas se permettre de laisser une zone de non-droit. Quand les policiers ont constaté que la majorité des Koulouna, c'était les ressortissants de la RDC, alors ils se sont dit, bon écoutez, l'opération Mbaté Bakolo, on va la lancer. Mais avant l'opération Mbaté Bakolo, il y avait l'opération Likofi. Likofi, c'était en RDC, parce que le phénomène ne vient pas de Brazzaville. C'est un phénomène qui vient de la RDC. Nous, on n'a fait que subir ce phénomène. Et on l'a subi de longues années. Vous savez, il y a une dame enceinte qui a été violée et éventrée, son mari tué. Alors les gens se sont dit, bah, on ne peut pas continuer. Mais il y a eu quand même, on va dire, quelques déviations. Parce qu'on a commencé à expulser des gens, bon, les gens sont mis à partir de gauche à droite. Nous avons demandé personnellement, au niveau du cercle des Espérants, nous avons demandé à ce qu'il y ait un moratoire pendant 3 mois, afin de permettre à tous ceux qui ont déjà des assises au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo, d'aller se faire régulariser et que l'administration puisse régulariser au cas par cas. Parce que ceux qui ont déjà fondé des familles, des foyers, des enfants, on ne va pas les expulser. S'ils ont vécu là-bas en France, on a une carte de séjour qu'on appelle vie familiale, vie privée. Je crois qu'on peut aussi l'instaurer dans le cadre de notre pays. Mais bon, aujourd'hui, il y a eu quand même au niveau de la RDC beaucoup de diatribes, beaucoup de, allez, on va dire beaucoup d'émotions, parce que bon, les médias, y compris même les députés de la RDC, bon, on peut comprendre, parce que quand on reçoit 120 000 personnes et qu'on n'a pas préparé des structures pour les recevoir, c'est très difficile. Mais ce n'est pas de notre faute. Et on parle qu'il y a 800 000 encore. C'est-à-dire qu'il y a 800 000 encore ressortissants de la RDC en République du Congo. Mais il n'y a que 120 000 qui sont partis, 122 000 qui sont partis, ben, il y en a 800 000 qui restent, ils sont 1 million. Donc écoutez, il faut quand même un moment, on va dire, il faut quand même essayer de réguler la société, il faut quand même essayer de mettre un peu de l'ordre, et je crois qu'il y avait un peu de désordre là-dessus. Alors, donc nous soutenons l'opération Mbaté Bakolo, nous soutenons cette opération, nous exhortons les pouvoirs publics à continuer à lutter contre la criminalité urbaine, parce qu'on ne peut pas laisser les antisociales voilà, manifester à leur guise dans notre société. Oui. Mais par contre, nous demandons pour les expulsions, par exemple, des familles, nous demandons à ce qu'il y ait un moratoire, qu'on puisse regarder au cas par cas les familles qui sont déjà intégrées dans notre société, et que cette opération ne doit pas se limiter seulement, être seulement limitée aux ressortissants de la RDC, parce qu'il y a d'autres communautés. Il y avait des communautés. On a vu dans les statistiques les chiffres qui ont été affranchis, il y avait peut-être 5 Tchadiens ou des choses comme ça. Ben, il faut regarder, il n'y a pas que les Tchadiens, il y a une forte communauté mauritanienne, même rwandaise, il y a une communauté malienne, oui. Mais ceux qui ne sont pas en règle, je crois que bon, ils peuvent quand même quitter le territoire. Voilà, Léon Juste Bomo. Dans cette opération, les auxiliaires de la police, c'était les chefs du quartier et les populations. C'est-à-dire qu'on a fait recours à la délation afin que cette opération puisse se réaliser normalement. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode aujourd'hui à encourager? Non, on n'a pas fait recours à la délation, on ne peut pas dire la délation. Puisque le général Dengue a rassemblé, en fait, a réuni les chefs de quartier, oui, pour leur intimer l'ordre de dénoncer les personnes considérées comme Koulouna dans leur quartier, et les chefs du quartier devaient le relayer auprès des populations. Tout à fait, mais il faut le dire à nos téléspectateurs sur Ziana TV. Les chefs de quartier, les chefs de bloc sont reconnus dans la législation congolaise. Aujourd'hui, par exemple, en matière... Contrairement aux sages. Ben voilà. Aujourd'hui, dans la législation congolaise, pour acquérir un terrain, vous devez passer obligatoirement devant un chef de quartier, un chef de bloc. Ils sont reconnus. Ces personnes sont reconnues dans notre législation. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont étrangères, ou ce ne sont pas des personnes qu'on a instrumentalisées pour assouvir quelques zones. Voilà, donc là, il faut quand même le reconnaître. Et de l'autre côté, bon, cette histoire que les chefs de quartier, les chefs de bloc, ils ont joué leur rôle. On a demandé à ce que... Parce qu'il y avait des zones de non-droit. Vous savez, il y avait des quartiers, par exemple, Kangambanzi, là où la police n'avait pas
La police n'arrivait même pas dans ces quartiers. À partir de 20h, 19h, mais les gens étaient terrés dans leur maison. Vous avez 3 poteaux vers Massengo, là où en pleine journée, je dis bien en pleine journée, mais les Koulouna sévissaient. Est-ce qu'on pouvait laisser comme ça des quartiers de non-droit? Parce qu'il y a des gens, non, écoutez quand même. Et je crois que le Congo, et là je le dis encore comme le général de la police, le Congolais n'est pas xénophobe. S'il y a une nation qui accueille autant d'étrangers qui vivent dans notre pays comme si ils étaient chez eux, mais il y a le Congo. Vous savez, le commerce de proximité, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, il est détenu par qui? Il est détenu pratiquement par les étrangers. Mais vous allez dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, vous ne verrez pas les étrangers exercer certaines professions. Mais dans notre pays, nous acceptons que les étrangers exercent certaines professions. On n'est pas un pays xénophobe, je crois qu'il fallait mettre de l'ordre, oui c'est de bonne guerre. Les chefs de quartier, les chefs de bloc sont reconnus aujourd'hui dans notre législation. Ce ne sont pas des gens qui sont sortis ex nihilo, qu'on a pris pour instrumentaliser, non. Donc, ce sont des personnalités. Ce sont des. Je soutiens qu'il n'y a pas eu de délation. Il n'y a pas eu de délation. Les populations, il y a eu un effet de masse. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, par rapport, c'est comme les étudiants congolais qui étaient à Kinshasa. Ces étudiants ont fui Kinshasa. Pourquoi? Parce que bon, ils se sont sentis un peu en insécurité. Parce qu'au niveau de l'école, des établissements, il y a des voix qui commencent à s'élever pour dire que, écoutez, on est en train de traquer les Congolais de la RDC à Brazzaville. Nous aussi, on va traquer. Bon, les gens sont. Voilà, donc c'est ça. Il y a eu ce qu'on appelle un sentiment de crainte, de peur. Bon, aujourd'hui, je crois que les bases sont là, parce que j'ai même suivi qu'on va instaurer un visa entre les deux pays. Voilà. Moi, je crois que vous faites bien d'aborder cet aspect lié au visa de l'Évangile du Congo. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, en arriver là est quand même un grand bond en arrière pour l'intégration au sein de la sous-région? Bon, il faut dire qu'en politique, on ne doit pas seulement aussi recevoir des coups. Parce que les acteurs politiques de la RDC n'ont pas pris la mesure de leur diatribe contre le Congo. Nous avons vu des députés injurier, je dis bien, on a la télévision, oui, tenir des propos, on va dire, malveillants à l'endroit du président de la République du Congo. Le drapeau du Congo a été brûlé. Attendez quand même. Est-ce que les députés ont siégé? On a même vu des gens dire que, bon, écoutez, il faut rompre les relations diplomatiques, il faut rappeler l'ambassadeur. Il n'y a pas eu de retenue de leur côté. Alors que le phénomène Koulouna, c'est un phénomène qui n'est pas né au Congo, mais qui est né à Kinshasa. Et même nous avons vu, quand on traquait les Koulouna, on appelait ça le phénomène Likofi. Likofi, quand on a lancé l'opération Likofi, les jeunes désœuvrés, ces délinquants, ces criminels, ils étaient déportés, enchaînés, pieds et mains liés, déportés dans des avions pour être envoyés, déposés dans des zones reculées. On l'a fait en RDC, mais on n'a pas entendu les levées de boucliers. On a vu aujourd'hui l'Angola en train d'expulser une majeure partie des Congolais de la RDC. On n'a pas entendu ces levées de boucliers. On n'a pas entendu les députés de la RDC critiquer ou injurier le chef de l'État. Ah non, quand même. Écoutez, et de ce côté-là, sur un camp des nationalistes, on ne peut pas laisser que des populations étrangères que nous avons reçues, que nous avons accueillies, injurier quand même notre président de la République. Non.